Bonjour tout le monde, bienvenue aux nouvelles du 5 octobre 2020. Et oui, on est rendu dedans le mois d'octobre, donc bon début. Et cette semaine, encore une fois, quatre nouvelles à propos des domaines que j'aime, là. Une nouvelle à propos des technologies. Ensuite, une nouvelle à propos des jeux vidéo, suivi d'une nouvelle à propos du web, qui est mon domaine de travail, et finalement une bonne nouvelle qui n'est pas nécessairement reliée aux technologies, mais qui me fait sourire et qui me redonne confiance en l'humanité. Donc, pour commencer par ma première nouvelle à propos des technologies, il y a une annonce qui a été faite par la compagnie IonQ, qui est dans le fond une compagnie qui font du développement d'ordinateurs quantiques. Et cette entreprise-là, dans le fond, un de ses compétiteurs, c'est bien sûr IBM, là, qui est quand même un gros nom dans l'informatique quantique. Puis ils ont une espèce de compétition entre les deux. Il y a une espèce d'unité de mesure qui a été développée par IBM qui s'appelle le qubit, qui est comme un peu l'équivalent des bits en informatique, mais qui est comme un peu particulier parce que le Q dedans qubit veut dire quantique. Fait que dans le fond, pour vous faire un peu une histoire relative à propos de l'informatique quantique, c'est que en informatique, une information peut exister ou ne pas exister. Le concept de bits, là. Donc, il peut y avoir du courant ou pas de courant. C'est les 1 et les 0. Ça, c'est du binaire, puis c'est comme ça que les calculs sont faits en informatique. Où est-ce que ça devient intéressant avec l'informatique quantique, c'est que l'espèce d'information, et qui est le bit d'information, il peut avoir plus qu'un état, il peut avoir plus que l'état fermé ou ouvert, il peut même avoir une espèce d'état superposé de ouvert et fermé. C'est là que l'informatique quantique arrive, c'est que c'est pas tout à fait superposé, ça a l'air qu'il y a comme un calcul mathématique complètement fou derrière ça, mais ça fait en sorte que les calculs qu'on peut faire avec l'information quantique sont multipliés, là. Ça, c'est même pas comparé avec des zéros puis des 1. Bon, pour l'instant, les applications de l'informatique quantique sont assez limitées. OK? On pourrait dire que de manière générale, là, c'est peu ou pas très applicable dans la vie de tous les jours. Quoique il y a déjà des compagnies qui ont commencé à utiliser l'informatique quantique, mais c'est les balbutiements. OK? Où est-ce que il y a une percée majeure, c'est que IonQ, ils ont fait quand même une percée intéressante dans ce niveau-là, puis ils disent que leur espèce de calcul est rendu à leur qubit d'information est rendu comme à 99,9% de fiabilité. C'est quelque chose qui est quand même assez difficile de faire un qubit qui est fidèle là, puis qui est fonctionnel. C'est pas évident. Là, dans le fond, eux autres, ils ont réussi comme à le rendre presque 100% fonctionnel. C'est que ça, pour eux, c'est comme une percée majeure. Parce que ça prend quand même une espèce de calcul, puis une espèce de processing pour faire ça. Puis, ils sont rendus aussi à traiter de 11 à 32 qubits. Et ça a l'air que c'est quelque chose qui permet de faire, qui a quand même été une bonne percée. Pour que ça soit vraiment fonctionnel puis utilisable, il faudrait comme être capable de faire de 80 à 130 qubits là, pour que on puisse l'utiliser dans le courant de nos vies puis que ça soit pertinent au niveau de l'informatique. Mais la compagnie IonQ affirme que dans le fond, ça, c'est de la recherche qui double à toutes les années. C'est que dans le fond, là, les percées vont doubler à toutes les années, puis ce chiffre-là, il est comme en train d'augmenter. Donc, on peut s'attendre à ce que, mettons, dans les 2, 3 prochaines années, on soit rendu à 80, puis ça soit quelque chose de facilement utilisable. Bon. Sinon, autre petit détail, ben, là, les compagnies commencent à utiliser ça. Ben, il y a Amazon puis Microsoft, là. Ils ont commencé à utiliser ces concepts-là sur leur serveur. C'est sûr que c'est des concepts qui vont être aussi utilisés là, pour des calculs, mais de l'intelligence artificielle. Fait que ça, aussitôt que ça va commencer à être relié ensemble, ben là, les intelligences artificielles vont avoir des puissances de calcul phénoménales, là. Tu sais, ça n'aura même pas, ça aura même pas de comparatif à ce qu'on a aujourd'hui. Et ben, l'informatique quantique va sûrement aussi devenir, dans la vie de tous les jours, une norme. Là, dans le fond, là, IonQ affirme que les entreprises d'informatique qui ne se lancent pas déjà dans l'informatique quantique vont avoir un gros retard. Fait que ça, je pense que c'est comme si on avait dit, vous investissez pas dedans l'informatique de base
ou les entreprises qui n'ont pas embarqué dans Windows, là, ben, hein, il y en a qui, dans des systèmes d'exploitation, il y en a qui ont pris du retard aussi. Donc, je pense que ça peut quand même amener une super percée, puis c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Dans le fond, là, l'informatique quantique, ça risque d'être quelque chose de complètement normal, peut-être dans les 10 ou 20 prochaines années, hein. Fait que ça, je trouvais que c'était quand même une nouvelle intéressante à vous jaser. Fait qu'il y a une compagnie qu'on va sûrement entendre un peu plus parler, IonQ, c'est IONQ, le les lettres. Bon. Ma deuxième petite nouvelle, à propos des jeux vidéo, en fait, ma nouvelle est comme un petit peu divisée en 2 parce qu'il y a comme eu 2 grosses annonces, dans le domaine des jeux vidéo. J'avais déjà parlé un petit peu de PlayStation, de Microsoft, mais là, c'est plus des développeurs de jeux, en fait, ces 2 annonces-là. La première annonce, c'est que Cyberpunk 2077 n'est pas délayé, OK? Il va sortir comme qui est prévu en novembre, mais contre toute attente, ils ont été obligés de forcer les employés à travailler des semaines de 6 jours sur 7 et quand même pas mal de temps en temps supplémentaire pour finaliser le jeu à temps. Fait que là, dans le fond, il avait toujours dit qu'il n'était pas d'accord avec le temps supplémentaire. Puis on appelle ça dans le domaine des jeux vidéo le crunch time, là. Fait que du temps sous pression pour finir un projet. Ben, ils ont été obligés de le faire pour finaliser le jeu correctement. Puis là, on dit obligé. Personne qui est obligé, mais on s'entend pour la sortie des nouvelles consoles, pour tout le marketing qui est en arrière, ben, ils ont été obligés de piler un petit peu sur la promesse de ne pas le faire et d'obliger les gens à le faire. Bon. C'est sûr que dans le contexte d'une pandémie, le fait qu'on travaille à la maison, tu sais, c'est bon. Cette compagnie-là, c'est sûr qu'elle a eu certaines répercussions, hein, ça c'est sûr, mais en même temps, quand tu dis à tes employés qu'il n'y en aura pas, puis finalement il y en a, ben, ça a des impacts sur la qualité de vie. Parce que ces gens-là, ils ont leur vie, puis ils s'attendaient à avoir les fins de semaine de congé et tout. Donc, c'est sûr qu'en contrepartie, contrairement à d'autres pays, ben, CD Projekt Red, c'est comme une compagnie en Pologne, ben, ils sont obligés de payer les employés le temps supplémentaire. Puis je vous le dis, il y a des entreprises en jeux vidéo qui ne le font pas. Et ils donnent aussi 10% des revenus du jeu à leurs employés. C'est que ça, c'est redistribué. Ça aussi, je pense qu'il y a Activision là, qui avait été comme accusé de ne pas faire ça, puis il y avait, en tout cas, il y avait eu beaucoup de. C'est que ça, je trouve ça intéressant pour les employés, mais en même temps, c'est peut-être un peu pour eux de vivre ça. Fait que ça amène toujours un petit débat sur le temps de travail, les projets qui dépassent les délais, est-ce qu'on délaye le jeu ou pas? Fait que ça, mettons que la qualité de vie d'un développeur de jeux vidéo en fin de projet n'est pas tant là, souvent. Puis en parallèle, on a eu la deuxième nouvelle de Blizzard qui a annoncé que World of Warcraft allait délayer. Il était supposé de sortir au mois de novembre. En tout cas, la date était quand même pseudo prévue. Là. Il y avait comme une grosse patch le 13 octobre. Puis après ça, ben, un mois plus tard, il y avait le lancement du jeu. Bon. Mais là, ils ont annoncé que le jeu allait délayer plus tard cette année. Ils ont dit ça va être en 2020, mais on délaye à plus tard le jeu pour des considérations de bien finir le jeu, s'assurer que tout ce qui a été vu dans la bêta soit corrigé dans la version finale, et aussi ben, de s'assurer que le jeu ait un lancement correct, puis que tout le monde ait du plaisir à jouer. Donc, dans le fond, hein, c'est un petit peu un opposé de ce qui s'est passé avec CD Projekt Red, mais là, Blizzard a dit nous, par contre, j'imagine qu'il doit y avoir un peu de crunch time pareil, là, mais ils ont fait comme sûrement baisser un peu la pression des développeurs en disant ben, regardez, là, on va se donner plus de temps pour faire quelque chose de qualité. C'est que les autres, leur objectif, ben, c'est que ils disaient que le endgame, dans le fond, la partie qui est de fin du jeu soit mieux et ben, de corriger tous les bugs qu'il y avait eu dans la bêta, c'est vraiment de s'assurer d'avoir quelque chose de qualité. Ce que je trouve quand même bien, de Blizzard. Oui, les jeux peuvent être patchés, mais on s'entend que la qualité, là, quand on joue au jeu lancé, on n'a pas le goût de jouer à une bêta non plus. Fait que, tu sais, c'est comme deux philosophies qui s'entrechoquent hein, dans le domaine des jeux vidéo parce que c'est un domaine qui est vraiment particulier parce que il y a tout le côté
marketing qui dit ben, le jeu, il faut qu'il soit lancé là. Il y a des affiches, il y a des sites web, il y a des vidéos, il y a de la promo qui est faite, il y a le lancement des nouvelles consoles, la PlayStation 5, le Xbox One, ben, c'est pas l'Xbox One, mais Series X qui va s'en venir. Il y a plein de considérations. Le temps des fêtes, hein, le temps des fêtes, c'est assez majeur. Un jeu peut complètement échouer s'il sort le 15 janvier. Le 15 janvier, on achète moins de jeux. Donc, tout ça est comme pris en considération, puis les entreprises tricotent un peu avec ça, avec le fait que un jeu, les deadlines peuvent changer, puis il peut avoir des problématiques. C'est le domaine artistique ou de développement de jeux vidéo est comme vraiment différent d'un film où est-ce que les étapes sont assez linéaires. En jeu vidéo, il peut tellement avoir de choses qui rentrent en ligne de compte, c'est que ça complexifie pas mal la patente. Fait que dans le fond, c'est deux nouvelles qui ont comme été assez majeures. Puis des deux côtés, je dirais que CD Projekt Red, les gens sont quand même assez mécontents parce que ça va vraiment à l'encontre de leur philosophie. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur du lancement. Puis du côté de Blizzard, je dirais que la communauté puis les gens sont vraiment contents qui délayent ça. Puis que c'est vraiment hein, les deux côtés du public. Là, ça a vraiment comme un impact aussi sur l'image de marque puis, et tout et tout. Fait que c'était ma deuxième nouvelle à propos des jeux vidéo. C'est deux jeux quand même que j'entends pas mal, là, Cyberpunk et Shadowland, mais on verra quand ça va sortir. Ma troisième petite nouvelle, nouvelle à propos du web. Je vais partager mon écran parce que cette nouvelle-là, c'était ok. Cette nouvelle-là, moi j'aime beaucoup le site CSS Tricks et la personne qui écrit l'article, c'est Chris Coyer, il l'a écrit le 27 septembre, mais je veux dire, ça reste quand même super pertinent comme article. Euh, Ce qui affirme, cette personne-là affirme que, ben, oups, imaginez-vous, on est rendu des développeurs full stack maintenant. Bon. Moi, j'ai tout le temps trouvé que le terme développeur full stack, c'était très dur à atteindre ce niveau de développement-là parce que, puis moi, je les appelle même quasiment des licornes, parce que ça demande d'être bon dans deux domaines en même temps. Ça demande d'être bon en développement front-end, puis le développement front-end, c'est tout ce qui est HTML, JavaScript, CSS, design, puis d'être bon dans la partie back-end, qui est toute la partie base de données, transactionnelle, programmation, puis dans le fond, tout le côté qui est un peu plus business. Et dans le fond, c'est d'être bon dans les deux. C'est très difficile. Puis ce que je trouve intéressant de son article, c'est qu'il décrit, même visuellement puis textuellement, vraiment le passage puis l'espèce de merge, on pourrait dire l'espèce de combinaison des deux métiers qui tendent vers le fait que, ben oui, un développeur front-end devient tranquillement, pas vite, un développeur full stack qui touche à toutes les facettes. Puis comment c'est développé, je trouve qu'il y a quand même pas mal raison dans ses arguments, mais je passe au travers un petit peu de l'article, c'est pour ça que je voulais vous le présenter. Bon, cette personne-là, ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, il est aussi un des cofondateurs de CodePen. Si vous ne connaissez pas CodePen, allez voir ça, là. C'est vraiment quand même pas mal cool comme technologie pour faire des démos. Et là, il explique comme première partie, c'est quoi le développement front-end pour expliquer un petit peu le concept et tout et tout. C'est ça, comme pas mal d'accord avec cette partie-là. Un développeur front-end fait du HTML, du CSS et du JavaScript. Bon. Maintenant, où est-ce que ça commence à devenir intéressant, c'est que oui, JavaScript a eu quand même une bonne évolution, devient de plus en plus utilisé, et JavaScript commence à même être utilisé du côté back-end. Ça, il l'explique quand même assez bien. Puis là, il dit, bon, il dit dans le fond, il dit un paquet de choses qu'on fait maintenant quand on bâtit des sites web sont comme en train de devenir des espèces de paquets ou des espèces de blocs de choses qu'on développe. Bon. Fait que ça, il dit c'est plus du back-end que du front-end. Savoir. Et là, maintenant, avec l'avènement du JavaScript un peu côté front-end, back-end, ben, c'est possible de faire du développement sous forme d'un composant. Ça, toutes les personnes qui sont à l'aise avec des frameworks comme React, Angular, connaissent un petit peu le développement par composant. C'est la manière de structurer ça. Fait que là, maintenant, on commence à penser en développement composant. On commence à penser à des interfaces, des applications par composant. Fait que ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. C'est comme une nouvelle, un peu de manière de penser. Fait que là, quand on est développeur front-end, ben, on commence à avoir ce concept-là.
Et là, il explique un petit peu comment il monte CodePen avec cette approche-là. C'est super visuel, c'est vraiment bien décrit. Fait que là, ça amène, quand on pense en niveau composant, on commence aussi à penser à notre site web comme une espèce d'architecture puis de routage. Dans le fond, comment on peut se promener dans nos interfaces, c'est en utilisant les URL. Puis CodePen utilise vraiment ça à tout bout de champ, là. Dedans l'URL du site web, on a des informations, puis ces informations-là sont transférées au site, puis on se déplace d'un endroit à l'autre. Fait qu'on fait des actions, on fait des opérations, juste en utilisant des URL. Et là, ben, si on appelle ça le routage, ben, on utilise ça avec JavaScript. Le JavaScript, il fait des opérations. Que, il y a tout un concept qui est fait de ce côté-là. Et là, ça commence à complexifier un petit peu plus la patente. On ne fait pas juste du HTML, du CSS, du JavaScript, on commence à penser niveau applicatif, on commence à penser à des choses qu'on ne pensait pas avant. Et là, ça l'a amené aussi le concept de, oui, on a notre interface devant nous, mais ces choses-là peuvent s'adapter puis changer. Là, dans le fond, ils appellent ça le state management. C'est l'état, c'est la gestion des états. Dans le fond, notre affichage, on pourrait avoir, je sais pas moi, 50 informations devant nous, puis il y a 5 informations qui sont supprimées, c'est qu'on est rendu à 45 informations devant nous. Ou cette section-là est rendue fermée, ou plus utilisable, ben, le site web devient plus utilisable parce qu'il y a un état qui dit plus utilisable. Bon. Vous voyez un petit peu le genre de truc qui peut être fait. Mais ça, normalement, c'est du transactionnel. C'est pour ça qu'il dit c'est un truc qui est back-end, mais qui devient du JavaScript. Oui, tranquillement, pas vite. Ça devient la responsabilité du front-end de faire ça. Vous voyez qu'il y a comme des choses qui commencent à être transférées d'une responsabilité de back-end à une responsabilité de JavaScript. Et là, je trouve qu'il explique vraiment ça visuellement. Il dit au départ, on avait toutes ces responsabilités-là, la colonne de gauche, et là, maintenant, on a des nouvelles responsabilités. Donc là, maintenant, il faut aller chercher les données, il faut parler à des API, il faut penser à l'architecture du site web au complet. Après ça, il faut faire le routage avec les URL. Commence à avoir pas mal de gérer les états. Commence à avoir pas mal de trucs. Il dit, hein? Ça donne plus de job, effectivement. Là, ils disent, bon, il y a beaucoup de tâches qui sont devenues des again, a bunch of stack have sort of moved stack. Fait que là, dans le fond, on commence à faire des trucs de back-end en JavaScript. Bon. Fait que ça, son petit graphique, il explique un petit peu les différentes tâches puis les technologies. Fait que ici, ça c'est du back-end, puis ici c'est du front-end. Fait qu'un back-end, il va utiliser le système d'exploitation, les bases de données, les serveurs, les langages de serveurs. Là, ici, il y a de la communication entre les deux, les frameworks, le JavaScript, le CSS puis l'HTML. Ça, là, dans le fond, c'est du développement standard. Bon, et on a chacun nos responsabilités. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il part de l'espèce de manière qu'on a de fonctionner actuellement dans nos sites web, la plupart. Okay? Si vous avez un site web avec WordPress, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon. Par contre, par la suite, commence à expliquer un petit peu là, les différentes approches qu'on commence à changer. Il y a comme un paradigme, puis ça fait qu'on change puis qu'on passe de serverless, on n'utilise plus de serveur. Oui? Puis là, il y a d'autres manières de voir le développement. Puis là, regardez ici, là, les tâches commencent à se merger. Hein? On commence à avoir des superpositions de tâches. Fait que là, utiliser serverless, utiliser du Jamstack, c'est tous des termes là, qu'on a là, en développement. Là maintenant, on pourrait utiliser du Markdown pour faire notre développement. Mais moi, personnellement, mes sites web de mes cours sont faits avec du Markdown. Puis après ça génère du HTML. Donc, moi, je n'ai plus à utiliser des BD dans le développement de mes sites. Ça met un peu plus de poids dans la job des développeurs front-end. Ça, c'est sûr. Fait que, dans le fond, là, ça va jusqu'à la fin, mais là, il dit, OK, comment je peux rouler ça? Puis là, ça explique encore un petit peu la partie serveur, la partie database. Fait que vraiment, là, c'est très, très visuel. Puis là, il dit, regardez, là, il dit, je rajoute tout ça à mes compétences. Et ça fait que je commence à me sentir pas mal full stack, là. Parce que maintenant, je sais comment utiliser Git, je sais comment faire des tests, je fais du design, je fais des processus, je fais des tests de performance, je pense à mes interfaces accessibles.
puis je fais du déploiement, d'applications. Fait que ça, là, il y a bien des notions là-dedans que moi j'enseigne dans mes cours de front-end, le côté accessibilité. C'est que ça demande au back-end de faire de l'accessibilité, puis ça demande quand même beaucoup de versatilité. Fait que, là, ça te dit: «Oh, hein?» C'est pas tu te diriges vraiment vers un développement full stack. Fait que là, dans le fond, il dit que des fois, on a un petit peu cette perception-là, hein, qu'on a l'impression, on dessine moins un dragon, qu'il y a une partie qu'on est super bon, puis une partie qu'on est un peu moins bon, d'où le syndrome un peu de l'imposteur, là. Ben, ça, c'est quelque chose que moi-même je vis dans ma carrière, tu sais. Fait que c'est quand même intéressant de voir ça, c'est qu'il explique encore que, hein, il faut quand même être capable de tout faire ça maintenant. C'est quand même intéressant. Fait que là, il dit merci à la fin, là. Mais ça étant que je trouve ça intéressant comme article parce que ça montre qu'il y a une espèce d'évolution dans le domaine de la conception web et qu'on se dirige vers un autre type de développement. Et ben, ça va peut-être faire en sorte aussi qu'on va avoir des équipes qui vont beaucoup se ressembler, hein, qui vont avoir un peu les mêmes compétences, mais qui vont, dans le fond, se compléter pour certaines petites choses. Tu sais. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on va voir de plus en plus des équipes qui sont très semblables, mais une personne va peut-être avoir un petit peu plus la responsabilité accessibilité, l'autre personne un petit peu plus la responsabilité design. Tu sais. Puis que tout ça va amener quand même une espèce de cohésion, mais tout le monde va quand même comprendre ce que tout le monde fait comme travail. C'est ça, j'ai l'impression que ça s'en va vers ça. C'est mon impression personnelle. Bon. Et maintenant, pour ma dernière nouvelle, ma bonne nouvelle du jour, euh, dans le fond, je vous présente l'image, là, je continue de faire du partage, mais cette nouvelle-là m'a fait un peu sourire, mais tu sais, on est tout le temps un petit peu dans euh, le le côté, technologie, hein, ça c'est sûr, c'est mon domaine, puis c'est ce qui me passionne, mais regardez, c'est un jetsuit, OK, dans le fond, un vêtement avec, des propulseurs, là, heu, qui sont testés actuellement. C'est en Angleterre, là, Lake District et là, c'est marqué: «Pourrait sauver des vies». Là, en ce moment, ils sont encore en train de le tester, mais tu sais, ça semble très prometteur. Dans le fond, c'est une espèce de suit que des ambulanciers mettent et ils peuvent se rendre du point A au point B pas mal plus rapidement. Dans le fond, là, une image vaut 1000 mots, là. Je vous montre la vidéo. Dans le fond, vous voyez, là, la personne a un propulseur dans son dos et la personne a des propulseurs sur ses mains pour contrôler comment que, on peut se déplacer. Et dans le fond, elle peut se rendre du point A au point B. Regardez comment elle peut se rendre rapidement, là. Donc, elle peut faire des interventions, regardez, là, à part. Puis il disait qu'une intervention comme ça, là, ça pourrait peut-être prendre 30 minutes, se rendre où est-ce qu'elle va se rendre. Puis là, elle le fait en 90 secondes. Il y a des endroits en Angleterre, mais on peut s'imaginer n'importe quel endroit dans le monde, là, que c'est vraiment plus à pic, hein. On s'entend qu'il y a des endroits qui montagneux ou peut-être des forêts ou des trucs comme ça là, qui sont beaucoup plus difficiles avec, je sais pas, un lac ou quelque chose qu'on voudrait passer par-dessus rapidement. Ben là, regardez, quelqu'un pourrait passer là, par-dessus complètement. Fait que, dans le fond, l'idée, puis ça, eux sont en train de développer ça, c'est que les ambulanciers de l'air en Angleterre, j'imagine que cet organisme-là doit avoir des hélicoptères, doit avoir des avions, doit avoir un paquet de matériel pour pouvoir se rendre du point A au point B, mais on s'entend que c'est jamais aussi rapide que d'utiliser hein, ce genre de matériel-là. Donc, je trouvais ça quand même intéressant de vous partager ça parce que ce qu'il disait aussi, c'est que dans le fond, il y aurait un potentiel de 12 personnes à sauver par mois. Ça, c'est en Angleterre. Qui seraient dans des endroits difficiles d'accès et tout, puis qui peuvent sauver. Là, vous avez sûrement vu dans la vidéo, là, l'ambulancier, une espèce de. Il y a du matériel sur lui, sur les jambes, puis il y a d'abord des trousses. Ça fait qu'il peut se rendre au point B, puis faire son intervention, puis après ça, ben, revenir. Fait qu'il peut sauver des vies comme ça. Et je connais pas l'autonomie. J'ai pas vu dans l'article, qui parlait de l'autonomie, de l'appareil, mais tu sais, on s'entend que l'intervention, si on a besoin de rouler, 90 secondes pour, sauver 30 minutes de temps, ça peut faire la différence entre la vie et la mort de quelqu'un, vraiment là. Donc, je trouvais que c'était quand même une nouvelle, super intéressante. C'est en test. On s'entend que c'est encore en train de
mais ça pourrait être quelque chose que dans la vie de tous les jours, on voit ça arriver là, dans une dizaine d'années, un peu partout dans le monde, si l'idée est prête. On pourrait avoir des interventions comme ça, là, d'hommes volants, un peu à la Iron Man, mais dans la vraie vie. Fait que je trouvais ça quand même intéressant de vous partager cette petite nouvelle-là qui nous vient de l'Angleterre. C'était ma bonne nouvelle de la semaine. Fait que dans le fond, ça fait pas mal le tour de mes nouvelles pour cette semaine. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires, suggestions, quoi que ce soit à propos de ce que je vous ai raconté, ben, n'hésitez pas. Hein? Je fais ça complètement pour vous et aussi pour m'améliorer puis chercher des articles, des trucs comme ça, mais c'est pour vous que je fais ça. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et on se dit à la semaine prochaine. Ciao tout le monde!